Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour que vous compreniez comment on articule les différents budgets afin de connaître le budget de trésorerie prévisionnel d'une entreprise. Donc pour ça, on va voir qu'il y a plusieurs étapes à respecter afin de connaître à la fin le solde de trésorerie à la fin d'une période. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'expliquer le schéma avec les différentes étapes que l'on a besoin de réaliser. Donc, on partira toujours du budget des ventes. D'accord? Ça, c'est le budget des ventes, je vous en parlerai après, hein. C'est la somme des chiffres d'affaires que vous faites par mois. Ce budget des ventes, après, on aura besoin aussi de déterminer le budget des achats, le budget des autres charges. Les autres charges, c'est quoi? C'est les services extérieurs, c'est les charges de personnel, par exemple. Et puis, éventuellement, quand le sujet sera un peu plus compliqué, on pourra être aussi amené à déterminer le budget des investissements. Alors, j'ai mis ces budgets-là au départ ensemble. Pourquoi? Parce que sur le budget des ventes, le chiffre d'affaires, il y aura une base hors taxe, mais il y aura aussi de la TVA. Sur le budget des achats, pareil, il y aura une base hors taxe et aussi de la TVA. Le budget des autres charges, en général, il peut aussi y avoir de la TVA. Je dis bien il peut, car par exemple sur services extérieurs, les services extérieurs, il y aura de la TVA, mais par contre sur les charges de personnel, il n'y aura pas de TVA. Et puis enfin, sur le budget des investissements, qui correspond en fait à l'acquisition d'immobilisation, en général aussi, il y a la TVA. En conclusion, l'ensemble de ces budgets vont avoir un impact sur le budget de la TVA. Le budget des ventes va générer de la TVA collectée, alors que le budget des achats, des autres charges et éventuellement des investissements va générer de la TVA déductible. Et je vous rappelle que tous les mois, on doit faire TVA collectée moins TVA déductible pour déterminer le montant de la TVA que l'on doit reverser à l'État. On le verra après par le biais d'un exemple. Voilà donc sa première étape, budget des ventes. Deuxième étape, les budgets des charges, des achats, des autres charges, voire des investissements. Troisième étape, le budget de TVA. Après, on va enchaîner directement du côté encaissement, donc le budget des encaissements. Alors la différence entre le budget des ventes, qui est lui souvent sur une base hors taxe, et le budget des encaissements, c'est véritablement ce qu'on encaisse. Et là, les bases sont TTC. Je vous ai mis une petite flèche ici pour le budget de TVA qui normalement est généralement un décaissement, c'est-à-dire qu'on rend de la TVA à l'État. Toutefois, dans un sujet, si vous vous retrouvez en crédit de TVA, vous pouvez en demander le remboursement à l'État. Et si vous demandez un remboursement de votre crédit de TVA à l'État, eh bien, ça devient un encaissement. Je l'ai mis avec des petits pointillés parce que ça reste un cas assez exceptionnel quand même. Toutefois, dans le budget des encaissements, en plus du budget des ventes TTC, on va être obligé d'intégrer l'état des créances initiales, c'est-à-dire toutes les créances de la période précédente qui n'ont pas encore été payées par nos clients et que l'on va encaisser au cours du budget que l'on désire réaliser. Donc, il faudra tenir compte de cet état de créance initiale. Vous en aurez toujours un pour pouvoir réaliser le budget des encaissements. Et puis enfin, si un sujet est un peu plus complet, vous êtes amené à avoir d'autres encaissements qu'on appelle d'autres recettes. Si vous cédez des immobilisations, ça va générer évidemment des recettes d'encaissement. Si vous récupérez des produits financiers, eh bien ça va aussi augmenter votre budget des encaissements. Là encore, vous n'en aurez pas dans tous les sujets, mais si vous en avez, il faudra en tenir compte. Voilà pour le budget des encaissements. Le budget des décaissements est lié, il est lié à ces trois éléments-là, budget des achats, budget des autres charges et budget d'investissement, toujours pour leur valeur TTC, hein, puisqu'on raisonne sur la valeur TTC, puisqu'on est dans le décaissement, donc on paye toujours le TTC. Et là, par contre, en règle générale, vous avez toujours une TVA plutôt collectée qui est supérieure à une TVA déductible. Donc tous les mois, vous avez de la TVA à reverser à l'État. C'est pour ça que le budget de TVA ici vient fréquemment s'intégrer au budget des décaissements, parce que vous rendez de la TVA, donc vous décaissez de la trésorerie pour l'État. Enfin, comme pour le budget des encaissements, vous avez aussi à tenir compte des dettes initiales. C'est-à-dire que parfois, eh bien, un fournisseur peut être payé, non pas comptant, mais avec un certain délai de paiement. Il faudra tenir compte de cet état de dette initiale qui sera payé au cours de la période qui nous intéresse. Là, il manque un petit T et un I sur état des dettes initiales. Et puis enfin, aussi, vous pourrez avoir d'autres dépenses,
ces autres dépenses, ça sera par exemple le versement de dividendes à vos associés, ce sera donc un décaissement. Il faudra tenir compte dans le budget de décaissement. Ou éventuellement un remboursement d'emprunt qui va générer chez vous aussi un décaissement. Et donc, ces éléments-là, qui ne sont pas liés à de la TVA, parce qu'il n'y a pas de TVA sur ces dépenses-là, doivent quand même être indiqués dans le budget des décaissements, parce qu'il y a une véritable sortie de trésorerie. On a pratiquement terminé. Vous avez maintenant à comparer vos encaissements de la période avec vos décaissements de la période, et c'est ce qu'on appelle donc le budget de trésorerie, qui sera la comparaison entre les encaissements et les décaissements, afin de déterminer quel est l'état de votre trésorerie à la fin de la période que vous aurez décidé d'analyser. Voilà, donc ça c'était un schéma global. On va maintenant essayer de l'expliquer progressivement, étape par étape, par le biais d'un exemple. Donc, cet exemple, on va commencer par le budget des ventes, avec une entreprise qui a un chiffre d'affaires prévisionnel de 32 000 euros hors taxe en janvier et 30 000 euros en février. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire le budget des ventes en indiquant ici les bases hors taxe. Et c'est bien aussi dans le budget des ventes d'indiquer les bases TTC, puisque je vous rappelle que quand on travaillera sur le budget de trésorerie, on travaillera sur des bases TTC. Donc pour le budget de trésorerie, mais surtout le budget d'encaissement, c'est important d'avoir les bases TTC. Donc je raisonne sur 2 mois seulement, janvier et février dans mon exemple. Je continue. Après, j'ai le budget des achats. Donc là, je vous dis que les achats pour la période sont prévus de la façon suivante, 15 000 en janvier et 13 000 en février. La même chose que pour le budget des ventes. Je fais un budget des achats en indiquant les achats hors taxes, puis les achats TTC. J'ai oublié de vous dire que par défaut, le taux de TVA est à 20%. Si on ne vous dit rien, c'est toujours 20%. Donc pour passer du hors taxe au TTC, par exemple, là, pour les achats qui sont de 15 000, en janvier, je fais 15 000 multiplié par 1,20, ce qui correspond à 18 000. Je continue. Après, j'ai le budget des autres charges. Donc là, je vous donne rapidement quelques charges supplémentaires. Tous les mois, nous aurons des salaires à payer de 7 000 euros. Nous aurons des charges sociales de 5 000 euros. Et nous aurons des services extérieurs de 3 000 euros. J'ai indiqué le montant acheté hors taxe. Pourquoi? Pour bien différencier des salaires et des charges sociales qui, eux, ne sont pas soumis à TVA. Et je vais pouvoir faire mon budget des autres charges. Alors, c'est un exemple très simple, puisque j'ai exactement le même montant de charges tous les mois ici. Les salaires nets, janvier-février, les charges sociales et les services extérieurs. Là, j'ai tous les éléments maintenant pour pouvoir réaliser mon budget de TVA, sachant que sur les ventes, il y a de la TVA collectée, sur les achats, de la TVA déductible, et il ne faudra pas oublier que sur les services extérieurs, même si je ne les ai pas indiqués TTC ici, il faudra tenir compte de la TVA qui sera aussi de la TVA déductible. Maintenant, je vais donc pouvoir faire mon budget de TVA. Donc, mon budget de TVA sera celui-là, avec ma TVA collectée et ma TVA déductible. Alors, je vais vous montrer comment en janvier et en février, surtout en janvier, comment j'ai calculé ma TVA collectée. Donc, je reviens pour ça en arrière. Ma TVA collectée est liée, j'ai été un peu trop loin, là, je reviens, hop, est liée à mes ventes de janvier, c'est-à-dire 32 000. Et quand je fais 32 000 fois 20%, je tombe bien sur 6 400, qui correspond donc à mes TVA collectées du mois de janvier. Mon 3 600 ici, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Le 3 600, c'est les achats, mais aussi les autres charges qui sont soumises à TVA. Donc pour le mois de janvier, ça correspond à 15 000 euros d'achat hors taxe, plus les 3 000 de services extérieurs, qui sont aussi hors taxe, ce qui fait 18 000 fois 20%, ça fait bien 3 600. Et ça correspond bien à ma TVA de janvier, TVA déductible. La différence entre la collectée et la TVA déductible sera la TVA que je devrais reverser à l'État à la fin de la période. Donc à la fin du mois de janvier et à la fin du mois de février. Je vais pouvoir maintenant enchaîner sur l'étape suivante qui est le budget des encaissements. Pour ça, j'ai besoin d'informations. Les clients, comment vont payer les clients? Là, je vous ai dit 40% au comptant et 60% à 30 jours. Il y a des créances initiales de 18 000, c'est-à-dire les créances qui proviennent du mois de décembre. Et évidemment, elles vont être payées maximum au mois de janvier. Donc, par rapport à ça, je peux gérer mon budget des encaissements en indiquant ici mes créances initiales, en indiquant ici au mois de janvier le paiement comptant
le paiement comptant aussi du mois de février ici, et le paiement à 30 jours, les 60%, le 23 040 correspondant au chiffre d'affaires de janvier qui sera encaissé à 30 jours. Je vous remontre comment j'ai trouvé le 15 360 et le 23 040. Pour ça, il faut que je revienne en arrière. Alors, je vais partir du chiffre d'affaires TTC de janvier. 38 400 fois 40%, ça fait bien 15 360. C'est bien ce que je vais encaisser comptant au mois de janvier. Et à côté de ça, toujours en reprenant cette base-là, 38 400 fois 60%, 23 040, c'est bien ce que je vais encaisser de janvier, mais je vais l'encaisser en février parce que c'est les conditions de règlement de mes clients. 60% de leur chiffre d'affaires est encaissé le mois d'après à 30 jours. Donc voilà comment j'ai retrouvé ici les 15 360 et les 23 040. En conclusion, je vais encaisser au mois de janvier 33 360 euros et au mois de février 36 960 euros. Je vais pouvoir enchaîner maintenant avec mon budget des décaissements. Alors j'ai besoin de plus d'informations parce qu'il y a toujours plus d'éléments au niveau décaissement qu'au niveau encaissement. Donc je vous précise qu'on a 20 000 euros de dette au départ, de dette initiale, qui vont être payés de la façon suivante, 16 000 en janvier et 4 000 en février. Je vous précise aussi que la TVA à payer qui reste en l'état de 3 000 euros sera payée le 20 janvier. En général, c'est la TVA à payer donc du mois d'avant, c'est-à-dire du mois de décembre, qui sera payé en janvier. Je vous précise que nos fournisseurs d'achat seront réglés à 30 jours, que les fournisseurs de services extérieurs seront réglés à 45 jours, et que l'ensemble des charges de personnel, salaires et charges sociales seront payées le mois en cours. Donc, en conclusion, voilà ce que ça donne au niveau du budget des décaissements. J'ai mes dettes initiales que j'ai réparties sur 2 mois, comme le disait l'énoncé, 16 000 et 4 000. Mes fournisseurs d'achat sont payés à 30 jours. Alors, comment j'ai pu indiquer ici 18 000 ? Eh bien, regardez. Je reviens en arrière, encore une fois. Et là, mes achats sont bien de 18 000 en janvier. Et comme c'est payé à 30 jours, ces 18 000 seront payés donc en février. Je reviens sur mon budget. Les services extérieurs, j'ai indiqué aussi 3 600 ici. Pourquoi 3 600 ? Eh bien, parce que ça correspond, et encore une fois, je vais vous le montrer, aux 3 000 hors taxes du mois de janvier. Mais quand je paye mes services extérieurs, évidemment, je les paye TTC. Donc 3 000 multiplié par 1,20, j'arrive à 3 600. Et comme c'est payé à 45 jours, ceux de janvier seront payés donc en février. D'accord ? C'est-à-dire 45 jours, on reste dans le même mois, c'est le mois d'après. Enfin, le reste de mes charges sont payés le mois en cours, c'est-à-dire que mes salaires nets et mes charges sociales seront payés le mois où on a eu cette charge. Vous encadrez le budget des, je reviens en arrière, des autres charges, 7 000 et 5 000, 7 000 et 5 000. Il manque un élément, c'est la TVA. Pourquoi ? Parce que la TVA, en fait, elle est payée toujours avec un mois de décalage. Donc, en fait, la TVA de janvier sera payée en février. Et celle que l'on paye en janvier, mais c'était indiqué, c'était celle du mois de décembre. C'est pour ça qu'ici, vous avez 3 000 qui ne correspondent pas, excusez-moi, à la TVA du mois de janvier, mais plutôt à la TVA du mois de décembre. Par contre, les 2 800 ici correspondent bien à la TVA du mois de janvier qui est payée toujours avec un mois de décalage. Voilà mon budget des décaissements. Je vais pouvoir donc enchaîner ici avec maintenant mon budget de trésorerie qui est la comparaison entre mes encaissements et mes décaissements. Le solde initial, vous en avez besoin, c'est le solde bancaire que vous aviez à la fin du mois d'avant, donc à la fin décembre, 7200. Vous intégrez vos encaissements, vous enlevez vos décaissements et ça vous donne votre trésorerie à la fin de la période. 7002 plus 33 360 moins 31 000, ça correspond bien à 9 560. Et évidemment, le solde final de janvier correspond après au solde initial de février. C'est le même. Et donc, par rapport à ça, vous pouvez reprendre les encaissements de février, déduire les décaissements de février, et ça vous donne votre solde final du mois de février. Alors, on pourrait penser que sous prétexte qu'on avait 7200 à fin décembre,
de trésorerie positive et qu'à fin février, on ait 8 920 de trésorerie positive, que l'on a généré un bénéfice d'environ 1 700 euros. Mais on ne peut pas du tout raisonner comme ça, puisque dans le budget de trésorerie, on est avec des notions qui sont TTC déjà, et en plus, on raisonne avec des décalages entre les paiements et les encaissements. Donc vous ne pouvez pas dire que votre bénéfice, c'est la comparaison entre votre solde de départ bancaire et le solde final. Vous ne pouvez pas dire ça. D'abord, je vous le prouve. Si on avait calculé le résultat de cette entreprise en prenant uniquement, évidemment, les produits et les charges de façon hors taxe, on aurait généré sur la période un bénéfice de 3 000 euros. Donc ne jamais comparer le bénéfice comptable avec l'excédent de trésorerie que vous avez généré au cours de la période. Voilà, c'était un petit exemple là pour vous expliquer comment on articule les différents budgets. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement si on a des problèmes de trésorerie, sur quel axe on peut agir pour améliorer notre trésorerie. Alors, c'est ce qu'on appelle l'ajustement d'un budget de trésorerie. Premièrement, si on a un problème de trésorerie, ça peut peut-être être lié au fait qu'on va, dans ces cas-là, essayer d'optimiser notre trésorerie en diminuant les charges d'intérêt. Pourquoi? Parce que si vous êtes à découvert bancaire, vous allez être amené à payer des charges financières. Mais d'un autre côté, si vous avez de l'excédent de trésorerie, vous gérez mal votre trésorerie aussi. Pourquoi? Parce qu'il faudrait, dans ces cas-là, placer votre trésorerie. Donc, en fait, l'objectif dans un budget de trésorerie, ça sera d'optimiser votre solde de trésorerie. S'il est déficitaire, c'est-à-dire que vous êtes à découvert bancaire, il faudra essayer de diminuer les montants des charges financières, des intérêts que vous avez payés. Si vous avez du bénéfice, tous les mois vous avez un excédent de trésorerie, essayez de placer votre argent afin d'augmenter vos produits financiers. L'objectif, un bon trésorier doit toujours avoir une trésorerie proche de zéro. Pourquoi? Ça veut dire qu'il évite des découvertes bancaires, ça c'est important, mais surtout, s'il a de l'excédent de trésorerie, eh bien, il s'empresse d'aller placer cet argent afin de générer des produits financiers. Donc voilà, ça c'est l'objectif, essayer d'optimiser au mieux le solde de trésorerie. Alors, quels sont les outils qu'on peut mettre en place? Donc, la trésorerie, c'est toujours du court terme. Donc, on ne va pas générer des prêts à long terme ou des emprunts à long terme. On va raisonner sur du court terme. Donc, premièrement, si on a des problèmes de trésorerie, on peut par exemple escompter les effets de commerce. Ça, c'est une notion que vous avez vue l'année dernière en comptabilité. C'est-à-dire que vos clients vous payent avec des lettres de change à une certaine date et vous décidez, parce que vous avez un problème de trésorerie, de demander à la banque de vous financer cette lettre de change un peu plus tôt. C'est ce qu'on appelle un escompte d'effet de commerce. Mais ça a des frais, évidemment, des frais d'intérêt. La loi d'Ailly. La loi d'Ailly, c'est un peu la même chose, mais plutôt que de donner à la banque un effet de commerce, vous lui transmettez directement la facture de votre client et la banque vous avance le montant de cette facture. Ouais, évidemment, ça a aussi des frais. Par contre, si le client ne paye pas, eh bien la banque reprendra l'argent qu'elle vous a donné et vous rendra votre facture. C'est pour ça que j'ai indiqué qu'il n'y avait pas de transfert de la propriété de la créance. C'est-à-dire que vous demandez à la banque de vous avancer de l'argent parce que vous avez une facture d'un client et que vous demandez à la banque de vous avancer cet argent tant que le client ne vous a pas payé. Mais si le client finit par ne jamais payer, la banque reprendra l'argent qu'elle vous a avancé et vous rendra votre facture. C'est le contraire de l'affacturage. Dans l'affacturage, vous donnez la propriété, vous vendez la propriété de votre créance à la société d'affacturage. C'est-à-dire que vous lui vendez une créance client, elle vous la rachète évidemment beaucoup moins cher que le montant de la facture, mais par contre, si le client ne paye pas, c'est elle qui en supportera les conséquences, parce que vous avez transféré la propriété de la créance à la société d'affacturage. Donc, en conclusion, évidemment, comme il y a un transfert de propriété et que vous transférez le risque de non-paiement du client sur la société d'affacturage, le coût de l'affacturage est beaucoup plus cher que la loi DEI. Enfin, vous pouvez aussi, si vous avez des problèmes de trésorerie, essayer de prolonger le délai de crédit de vos fournisseurs, de leur demander un délai de paiement supplémentaire. Comme vous pourriez demander à vos clients de vous payer plus tôt. Donc vous pouvez aussi jouer sur les délais de paiement de vos clients et de vos fournisseurs pour essayer d'améliorer votre trésorerie. Et puis enfin, c'est aussi possible,
avec une banque, quand vous êtes une entreprise, de négocier ce qu'on appelle des facilités de caisse ou de découvert. C'est-à-dire que même si vous êtes légèrement à découvert, eh bien, la banque ne vous prendra pas de frais sur ce découvert. C'est ce qu'on appelle des découverts autorisés sans intérêt. Ça arrive, c'est une négociation que l'entreprise doit faire avec la banque. Voilà. Bon, j'espère que vous avez surtout compris la façon dont on va articuler les budgets de trésorerie, parce que c'est un des points principaux de ce chapitre. Très bien, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.